pour ceux d'entre vous qui sont nés en Afrique, qui ont grandi en Afrique, parfois vous ne faites pas seulement vous ne faites pas des recherches dans votre communauté linguistique. Donc pour vous, vous devez réfléchir là-dessus aussi. Les activités choisies, les questions posées lors des interviews et d'autres méthodologies utilisées, par exemple la recherche aux diverses archives, les sondages, les groupes focus, récits de vie, etc., sont en fonction du sujet et du cadre théorique de l'étude. Et ça, c'est très important. On ne peut pas développer une méthodologie pour la recherche sans avoir un thème bien défini. Je me suis toujours intéressée à l'histoire parce que pour moi, le présent est, pour ainsi dire, le produit du processus historique. Donc, j'ai fait, durant ma formation, mes études, j'ai fait des cours en histoire. Et d'ailleurs, j'avais comme membre du jury David Robinson, l'historien David Robinson, qui a fait passer sa carrière en faisant des recherches ici au Sénégal et au Mali quand il a préparé son livre sur Al-Hadj Omar. Donc, c'est lui qui m'a vraiment bien encadré. Et mon directeur de thèse, c'était un anthropologue qui avait fait ses recherches dans la Guinée de Sékou Touré. Et pour le cadre théorique, dans le temps, j'ai appartenu à un groupe où on a fait la lecture des néo-marxistes, des écrits marxistes. Donc, quand j'ai développé mon thème de recherche, je le fais dans le cadre de formation sociale, de modes de production, etc. Mais en fin de compte, quand je fais mes recherches, j'ai dû modifier. J'ai poursuivi des recherches anthropologiques, pour dire classiques, quand j'ai commencé mon parcours d'anthropologue au début des années 80. J'ai fait mes recherches et j'ai continué le contact, j'ai gardé le contact, je suis retournée au fil des années dans ce qu'on appelle la contrée de Sana. Et on pourra mettre une carte. Ça marche, mais ça marche. Voilà. Oui. Donc, vous voyez, M. Dougnon, durant son exposé lundi, il a montré là où il a fait des recherches. Et moi, j'ai fait mes recherches pas dans le cadre de l'Office du Niger, mais dans une zone qui est vraiment entre les différentes parties de l'Office du Niger. Dans le temps, avant la décentralisation au Mali, on parlait, ça s'appelait l'arrondissement de Sansandé, mais les gens de la région disaient Sana. C'est dans la région de Ségou, et j'étais installée dans un village Bamana, ou Bambara, durant 15 mois. J'ai fait des visites, des entretiens dans les villages de la zone, à côté. Et pour faire l'ethnographie, c'est nécessaire d'écouter ce que disent les interlocuteurs. Donc, bien sûr, moi je prépare quelques questions sur certains thèmes ouverts pour que les gens puissent s'exprimer librement. Mais après les interviews, il faut réfléchir ce qu'ont dit les gens. Et même dans le contexte quotidien, même si on ne pose pas de questions, on est là, on écoute, il faut vraiment attention à ce que disent les gens et la manière dont ils s'expriment, et même les silences. Pourquoi est-ce qu'ils ne répondent pas à certaines questions, ou peut-être différemment de ce qu'on s'attendait.
Par cela, il faut souvent réorienter les questions ou parfois l'étude elle-même. Et je donne un exemple très bref. Moi, je voulais travailler sur le travail parce que j'avais lu un bref chapitre dans une thèse de doctorat ou dans une autre zone du Mali, mais aussi occupée par le Bambara. Et il faisait une distinction nette entre le travail pour soi et le travail pour la communauté. Et c'est cela que je voulais poursuivre dans un contexte historique. Mais finalement, je me suis rendu compte que je n'avais pas la compétence linguistique, parce que la distinction n'était pas si nette que ça. Et pour vraiment travailler là-dessus, j'aurais pu être plus compétente en Bamanankan que je l'étais. J'avais étudié la langue pendant 2 années à l'université, mais c'était plutôt le Bambara de Bamako, et c'était dans la région Ségou, où on dit que c'est le Bamanankan Yere, le Bamanankan pur. Et je l'ai appris au fur et à mesure. Dans le village, il n'y avait personne qui parlait le français. Donc c'est seulement à la fin de mon séjour de 15 mois où j'aurais été en mesure de commencer de vraiment faire ce que j'allais faire. Donc je me suis plutôt, j'ai changé, j'ai travaillé plus sur les transformations sociales liées à l'exode. Et puis il faudra un dialogue entre le savoir acquis et la théorie. C'est-à-dire, quand on a des données, on réfléchit sur ce qu'on voulait faire, le cadre théorique, avec lequel on avait commencé, et il faut modifier ça aussi. Donc il y a un dialogue entre les deux. Et en anglais, on dit to tack back and forth. Donc ça c'était dans les années 80. À partir des années 90, les publications sur la globalisation ont commencé à arriver, et puis on a le discours de la globalisation a vraiment commencé. Par exemple, il y avait un livre rédigé par un sociologue, Anthony King, qui était à l'université de l'État de New York, à Binghamton, qui s'appelait Culture, Globalization and the World System, culture, globalisation et le système mondial. Et le système mondial dont il parlait était Wallerstein, qui a été évoqué hier matin, je crois. Et puis, entre les anthropologues, on parlait aussi des recherches multisites. Il y avait l'émergence de multi-sided ethnography, faire des recherches dans plusieurs sites. Mais ce que certains ont observé, c'est vraiment, même si on est installé dans un village comme moi je l'étais, on ne fait pas seulement les recherches dans un seul site. Moi, j'ai parcouru les villages dans les alentours, mais aussi quand je suis allée à Bamako ou à Ségou, j'ai pris contact avec des ressortissants de la zone qui étaient installés pour travailler. Dans le temps, ils sont tissés. Et j'ai parlé avec eux. Mais je crois que quand on parlait de multi-sided research, de l'ethnographie multisite, on parlait plutôt de différents lieux. Par exemple, avec les migrants, disons, sénégalais, aux États-Unis, en Italie, etc., et puis aussi au pays. Et je crois que de telles recherches sont plus faciles pour des autochtones, pour ainsi dire. Donc, j'ai un exemple que j'ai mis sur ma liste. C'est Ousmane Khan, qui est actuellement à la Harvard University, je crois qu'il était à New York auparavant. Lui, il est sénégalais.
Et il a fait des recherches, il avait fait des recherches en Nigeria, d'abord sur la religion, mais je crois, et je l'ai sur ma liste, oui, en 2011, il a sorti un livre sur la diaspora sénégalaise aux États-Unis, à New York. Mais lui, il avait déjà la compétence de la culture, de la société sénégalaise, la langue, etc. Mais pour des gens du Nord, vraiment c'est un défi de faire des recherches, disons, au Sénégal ou au Mali, et puis dans la diaspora. Il y avait aussi d'autres textes, d'autres livres très importants qui ont été publiés en Angleterre par des sociologues. Par exemple, le livre de Stuart Hall, qui était un intellectuel très important. Il était de la Jamaïque, mais il a enseigné en Angleterre. Et lui et des collègues ont sorti des livres rédigés sur les transformations globales, la politique, l'économie, culture. Un texte très important au début des années 2000 par un historien que j'ai toujours utilisé dans mon séminaire de méthodologie à Indiana aussi. C'était l'article « What is the concept of globalization good for ?» À quoi sert le concept de la globalisation? Et dans ce texte, il s'est demandé si, avec la manière dont on a commencé à parler de la globalisation et de les traiter, on fait l'histoire d'inverse, c'est-à-dire on parle de ce qui existe actuellement et on va vers le passé. Alors il a dit vraiment il faut être prudent parce que l'histoire a des détours, n'est-ce pas? On ne peut pas seulement venir en ligne directe, disons. Donc il faut même examiner ce qui n'est pas arrivé, ce qui n'a pas abouti, les petits détours et les méandres de l'histoire. Au fur du temps, après, il y avait chez les anthropologues, il y avait la diversification des sujets d'études et de données. Et certains ont dit, par exemple, l'anthropologie a commencé assez tard à s'intéresser à l'État. Il y avait un article très important publié par Akhil Gupta et James Ferguson, qui tous les deux étaient à la Stanford University. Et je l'ai mis dans ma liste là, de ressources sur l'État et comment imaginer l'État dans le contexte de la globalisation. Et puis, comme exemple, vraiment un très bon exemple, une étude, un livre qui a été sorti par un Nigérian sur les deltas du Niger, là où on exploite le pétrole. Et il y a toutes sortes de problèmes. Il s'est intéressé, dans le livre, il examine ce qui se passe, la manière dont l'État nigérien est impliqué, les compagnies, les ONG et tout. Donc ça, c'est un exemple d'une étude qui est arrivée avec l'ouverture de l'anthropologie, de la globalisation. Mais ce qui est important, et je crois qu'on l'a souligné à plusieurs reprises, c'est le global reste important, n'est-ce pas? Et pour les anthropologues, c'est le local qui est en premier lieu. Mais il n'y a pas un binaire entre le local et le global. Les deux sont enchevêtrés, n'est-ce pas? Et puis, ce qui était important aussi avec la globalisation et aussi
les médias, n'est-ce pas, de nouveaux médias qui nous sont arrivés, pour ainsi dire, l'Internet, les médias sociaux. Avec cela, il y a une circulation des informations, des savoirs qui n'existe pas. Donc, je ne voudrais pas seulement dire que c'est à cause du discours de la globalisation et du fait qu'on s'est rendu compte qu'on ne peut pas parler du local sans sans penser aussi au global, mais c'est aussi avec les médias que les chances s'est élargies. Parce qu'avec les médias et l'Internet, il y a une augmentation de possibilités d'accéder à des informations au lieu de compter seulement sur l'enquête face à face, comme nous l'avons fait et comme moi-même je l'ai fait dans les années 80. Et puis aussi les archives, bien sûr. Donc maintenant, il y a de nouvelles formes de l'ethnographie. Par exemple, par Skype, par Facebook, par WhatsApp. C'est-à-dire, il y a des enquêteurs qui font des interviews par Skype, n'est-ce pas, ou qui sont connectés avec les interlocuteurs par Facebook ou par WhatsApp, n'est-ce pas? Et moi, je n'ai pas utilisé Facebook parce que je n'ai pas de temps pour ça, mais j'ai quand même WhatsApp sur mon téléphone. Donc, je reçois des messages du Mali sur WhatsApp. Et je suis en communication avec des gens au Mali sur WhatsApp. Mais ça doit être complémentaire. On ne peut pas faire une étude en se basant seulement sur l'enquête par les médias, n'est-ce pas? Et les gens qui le font, les anthropologues qui utilisent les médias, ils ont d'abord fait des enquêtes sur le terrain, n'est-ce pas? Ça complète. Aussi, l'octroi de bourse est devenu plus difficile partout, et vous le savez ici, mais c'est la même chose au Nord. Donc, les périodes de recherche sont devenues souvent plus courtes. Il n'y a pas beaucoup de gens maintenant qui ont la possibilité de rester sur le terrain 15 mois, comme je l'ai fait. Et après, j'ai fait un mois à Dakar, travaillé dans les archives aussi. Souvent, les bourses sont peut-être 9 mois ou plus, mais souvent plus courtes. Et les Européens, pendant longtemps déjà, ils font des périodes ils font des recherches pendant des périodes courtes, mais ils reviennent plusieurs fois, n'est-ce pas? Si moi je veux quitter l'université pour dire que je veux travailler sur je veux expliquer aux jeunes Maliens de ne pas voyager, on va me donner beaucoup plus d'argent que quand je vais dire que je veux travailler sur pourquoi les Maliens voyagent malgré tout. Et ici, c'est une campagne en Côte d'Ivoire, le désert tue, la mer aussi, Abidjan c'est mieux, donc c'est des t-shirts on fait, et puis on donne aux jeunes. Ici, vous avez même une campagne dans les langues, dans les 3 langues, hein, peut-être dans 2 langues importantes de l'Afrique de l'Ouest. L'arabe, on a même mis l'arabe là. Après, il s'inspire sur la migration rurale. Et ce sont des campagnes, il ne faut pas vous faire des illusions. C'est des campagnes qui sont bien élaborées, sauf que les résultats sont lamentables. Si vous regardez le nombre de jeunes qui quittent, après même avoir écouté cette campagne, le même soir, si vous regardez le même soir où ils font ça dans un cadre, le même soir, il y a des gens qui sont 50 qui veulent partir demain matin. Donc ici, comme je vous ai dit, donc je prends les valeurs attachées les valeurs sociales attachées à la notion de quitter la maison paternelle et d'être loin de la maison paternelle,
et de faire le lien entre la maison paternelle et l'extérieur. Et donc j'ai travaillé sur toute cette zone. J'ai travaillé avec des Maliens qui étaient au Sénégal, qui sont venus dans la région de Tombouctou. J'ai fait le Ghana, j'ai fait le Burkina. Donc j'ai travaillé un peu dans cette région de l'Afrique de l'Ouest et comprendre ces différentes notions. Et donc mon livre qui s'appelle Travail de blanc, travail de noir, c'est le livre qui est sorti de cette longue expérience de recherche en Afrique de l'Ouest. Et ici, par exemple, vous avez une étude assez intéressante, un film de Jaguar que certainement vous n'avez pas vu, de Jean Rouch. C'est un film fait il y a très longtemps pour montrer les valeurs sociales attachées à la migration. Vous avez là des Nigériens qui quittent le Niger, vous voyez des paysans, ils vont au Ghana et au retour, comment ils reviennent, dans quel costume, dans quel habillement ils reviennent. Et ça, ce sont c'est pas des gens à l'époque, c'est pas des gens qui partaient parce qu'ils sont pauvres. Quand moi je faisais mes enquêtes dans la région de Tombouctou, et Gao et Mopti, des jeunes me disaient, des vieux me disaient, quand nous on partait au Ghana dans les années 30, ici dans notre région, l'homme qu'on disait pauvre avait 4000 têtes de bœuf. Ça, tu étais comme un pauvre. On ne connaissait pas le nombre de bœufs qu'on avait, on ne connaissait pas le nombre de... Il y avait du poisson, on était riche, on n'en avait pas d'habits. On allait au Ghana, parce qu'au Ghana, les Hollandais, les Anglais amenaient de jolis habits. Et on allait chercher les habits. C'est tout. Dans notre maison, il y avait à boire, à manger. Il y avait du lait, il y avait du poisson, il y a la viande. Ce n'est pas la pauvreté qui fait que nous partons. Donc vous voyez, quand on prend la migration dans une longue perspective, vous comprenez les valeurs qu'on attache. Donc si vous prenez l'approche structurelle, qui est plus facile, on vous dit, bon, c'est la pauvreté, c'est la misère, et voilà, donc c'est facile à dire. Voilà, les gens migrent, et ainsi de suite. Mais quand vous prenez l'approche historique, quand vous allez au début du XXe siècle, quand vous commencez vers les années 20, au moment où on parlait de mise en valeur de l'Afrique, et les villes côtières reçoivent beaucoup de biens qui viennent de l'Europe, et les gens qui sont dans le Netherlands, comme le Mali, ils vont dans les côtes pour chercher ces biens. Parce que ces biens revenus au village, ça permet de faire des fêtes, ça permet de parler anglais, ainsi de suite. Donc ici, moi, je ne suis pas un bon photographe, mais vous voyez, ça c'est des cas, c'est des trucs anglais, tu vois. Au pays d'Ogon, porter ça, c'était vraiment... C'était être la modernité. Ils vont chercher au Ghana, ça c'est le petit-fils de quelqu'un qui allait chercher ça. Ça c'est une caisse, c'est des caisses qu'ils amenaient du Ghana. Vous allez dans beaucoup de villages d'Ogon, ces caisses existent. Ils amenaient, c'est des mâles, ouais, des mâles. Et celui-ci est en train de manipuler un truc, une lame, une longue lame qui était aussi utilisée dans les fêtes locales. Donc, je vais sauter sur ça. C'est un champ d'Ogon que j'ai pris. Ce champ montre que migrer, c'est faire face au risque. Migrer, c'est se perdre. C'est un chant qui dit que la migration, c'est aller à sa porte, à sa perte. Donc, c'est une vieille chanson. Ce n'est pas une chanson, c'est une chanson qui date, qui est une chanson précoloniale. C'est même avant l'arrivée des colons. C'est de quitter la terre paternelle pour aller découvrir d'autres terres. C'est vraiment se perdre. C'est comme le roi du Mali, au Moyen-Âge, veut aller à la Mecque. On lui a dit, mais le désert est dangereux. Le roi a dit, mais je sais, dans ma culture malinké, voyager c'est toujours dangereux. On ne sait pas ce qu'on trouve là. Mais il est quand même parti à la Mecque. Il est revenu avec beaucoup de choses. Et vous voyez, c'est le Moyen-Âge. C'est une vieille culture de la migration. Donc vous voyez que je pars, si vous prenez la perspective locale de la notion de la migration et du risque, vous allez mieux être à l'aise dans l'analyse de cette truc. Donc je prends par exemple les concepts, 4 concepts. En Dogon,
je prends le Dogon, je prends le Sonufo, je prends le Bambara et je prends le Soninké. Vous voyez, chez les Dogons, migrer veut dire aller dans le milieu. Migrer veut dire c'est aller dans l'inconnu, n'est-ce pas? Chez les Sonofos veut dire c'est quitter la protection de ses parents. C'est quitter la protection de ses parents. Chez les Bambara veut dire c'est migrer Tumuranke, c'est couper la forêt. Imaginez-vous un homme va aller couper une forêt dense. Le sens qu'ils mettent, la notion de couper la forêt. Et chez les Soninké, c'est aussi l'homme de la nature sauvage. Un migrant, c'est l'homme qui va dans la nature sauvage. Il y a les fauves là-bas, il y a les lions. Tu traverses les lions, tu traverses tout. Donc je pars de ces concepts locaux dans leur histoire pour comprendre et pour critiquer cette approche simpliste que la migration peut être juste compris comme un rapport entre la richesse et la pauvreté, le lien à la propriété, l'attachement à la propriété, alors même que si on rentre un peu dans les notions locales, on comprend que avant même que le travail des Blancs n'arrive en Afrique, avant que l'argent n'arrive en Afrique, les Africains avaient déjà conceptualisé la migration comme faire face aux risques. Donc, j'ai aussi, pour illustrer un peu ça, j'ai travaillé dans un milieu d'Africains rapatriés au Mali. C'est des centres africains, camerounais, gabonais, tchadiens. Voilà, ils ont été déportés au Mali et ils sont organisés en une association. Et une année, en 2008, ils avaient joué une pièce de théâtre qui s'appelle Essika. Et moi, j'étais dans la salle. Après avoir vu la pièce, j'ai pris contact avec le président de l'association des refoulés d'Afrique centrale au Mali pour étudier le concept de Essika. C'est quoi Essika? Bon, vous voyez, ce Essika, c'est un arbre. En fait, c'est un arbre de la forêt. C'est un arbre mythique. C'est un arbre, le mythe de cet arbre dit que l'arbre peut se déplacer. Et la nuit, il est là, et aujourd'hui, l'arbre est là, demain, vous le retrouvez ailleurs. Mais surtout, l'arbre a beaucoup de valeurs thérapeutiques. Il y a beaucoup de sacrifices qu'ils font sur cet arbre. Et même si on le coupe, il le repousse. Même si tu l'arraches, il le repousse. Donc il dit que eux et les migrants, ils sont des Essika. Ça veut dire qu'on a beau les déporter, on a beau les menotter, ils vont toujours bouger. Il n'y a rien à faire. Soit c'est la mort, et même s'ils meurent, leur mémoire de héros va être transmise à leurs enfants et à leurs jeunes frères, qu'ils sont morts en migrant et qu'ils sont des héros, et que celui qui ne veut pas les imiter est un faiblard, est un vaurien, est un peureux. Alors, donc j'ai essayé de dire, ah oui, donc le concept de la zone, de notre région, ça se retrouve aussi en Afrique centrale. Donc ce n'est pas quelque chose de profondément africain. Et donc Essigan est un concept vraiment c'est vraiment un concept pour moi analytique, parce que tous ces concepts locaux que je prends, vous pouvez faire de bonnes analyses avec ça sans prendre les concepts des économistes ou les concepts des sciences politiques. Je ne dis pas que ce n'est pas valable. Moi aussi, j'ai travaillé sur la sécheresse de 84, de 73, comment la sécheresse a poussé les Dogons vers le sud du Mali, les Bella, les Peuls plus vers le sud du Mali à la recherche de l'eau, à la recherche des terres arables. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de valeur économique derrière, mais
la valeur sociale, les valeurs sociales attachées à la notion de migrer, surtout la notion du risque qui est centrale dans le discours local. Alors, les grandes ONG, les think tanks de l'Europe, ils n'ont rien à apprendre aux Africains sur cette notion de... Voilà ce que je veux montrer. Hein. Ils n'ont rien à apprendre aux Africains que la migration est un risque. Maintenant, ils ont beau fermer leurs frontières, les Africains utiliseront d'autres chemins. Que ce chemin soit le plus dangereux du monde, ça ne va pas les empêcher. Et Sigan, c'est la même chose. Parce que si vous regardez ces déportés qui sont venus au Mali, certains, ils repartent. Ils sont peut-être 200 cette année, 3 ans après, vous trouvez, ils sont peut-être 75 qui restent, les autres sont partis ailleurs. Je ne dis pas forcément l'Europe, mais quand même ils sont partis ailleurs. On ne sait pas où ils sont partis. Donc ça c'est un peu la pièce qui a été jouée à Bamako. J'ai mis quelques photos de cette pièce. Et la pièce consiste juste, la pièce de théâtre, comment ils mettent en scène leur expérience migratoire. Ils arrivent donc en Algérie, ils montrent comment ils arrivent chez les Arabes, dans un pays arabe, et donc ils traversent tout le désert, ils arrivent en Algérie, ils sont arrêtés par les Arabes, ils sont enchaînés, ils sont menottés, et ils sont déportés au Mali. Et donc ils essaient de mettre en scène le comportement des Arabes, le comportement de la souffrance qu'ils subissent, et à la fin de la scène, ils montrent comment eux, ils sont des dignes, ils sont dignes, ils ne sont pas des gens à regarder comme avec du dédain. Hein, voilà les gens qui ont échoué, les gens qui ont échoué. Et ils montrent à l'audience, nous sommes des dignes, parce que nous avons expérimenté ça, nous avons vécu cette expérience, d'aller jusqu'à... Il y a parmi eux des gens qui ont été arrêtés à Ceuta et Melilla, qui ont été déportés. Parce que, vous savez, ils font la différence entre les refoulés et les déportés. Pour eux, les déportés, c'est ceux qui quittent l'Europe par avion. Les refoulés, ça c'est ceux qui quittent les côtes méditerranéennes par bus ou à pied. Donc c'est ça, donc ils font la différence entre les deux. Alors vous avez un peu, ça c'est un film d'un Italien sur la traversée du désert et l'approche des côtes méditerranéennes. Vous avez aussi ici une scène qui montre comment ils essaient de grimper. Ça, c'est un peu la préparation pour eux de monter les barrières de Ceuta et Melilla. Donc, c'est une scène qui montre. Ils jouent cette scène, comment ils tentent, comment ils organisent pour grimper.